Le polyamour m'a permis de me dire, attends, mais on peut aimer quelqu'un sans vouloir forcément partager du sexe et ça veut pas dire qu'on ne l'aime plus. Au lieu que l'amour se succède, romantiquement en tout cas, il peut justement se vivre en même temps. Moi j'en suis au stade où j'ai du mal à différencier mes relations amoureuses entre guillemets de mes relations amicales. Quand il y a de l'amour et qu'on fait ce qu'on veut dans nos relations, enfin qu'on est libre dans nos relations, on se sépare plus en fait. Pas avec moi. Voilà, c'est ça. Ouh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime et c'est contre nature. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre nature. Du coup, le thème d'aujourd'hui, ça va être le polyamour. Donc, autour de la table, on a 4 personnes polyas. On va dire polyas pour faire court, polyamour. 4 personnes polyas. Je vais vous laisser vous présenter avec vos pronoms, prénoms. Et vous désirez un truc. Une petite phrase que vous voulez. Phrase comme ça. Ok. Bonjour, moi c'est Françoise. Et je suis polyamoureuse depuis 4 ans maintenant. Et mon pronom, c'est elle. Bonjour, je m'appelle Gaëtan du coup, et je suis aussi polyamoureux et depuis, on va dire 4-5 ans. Et voilà. Et tes pronoms? Ah, il. Okay. Salut, moi c'est Laure, pronom elle, et je suis polyamoureuse depuis maintenant 1 an. Hello, moi c'est Sam et pronom il ou yel. Et ça fait 3-4 ans que je suis en polya. On va commencer avec votre propre définition de ce qu'est le polyamour. Qu'est-ce le polyamour pour vous? Pour moi, le polyamour, c'est un modèle relationnel. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais pour moi, c'est un modèle relationnel avec des relations amoureuses et ou sexuelles non exclusives et consenties. Et j'insiste sur le mot consenti avec le consentement éclairé de toutes les personnes qui sont impliquées. Voilà. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ça? Non, je voulais juste rebondir effectivement sur le consenti du modèle, enfin même du modèle relationnel, parce qu'en fait effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut directement poser en fait même en faisant une rencontre en fait tout simplement, parce qu'en fait c'est un peu et ça complète peut-être la définition, c'est quelque chose que je considère comme un espèce de ça tisse un peu un réseau, enfin je veux dire c'est un espèce de réseau polyamoureux, c'est-à-dire que même si la personne elle est pas forcément engagée dans le polyamour quand on la rencontre, c'est presque on lui propose un modèle effectivement quand on la rencontre, donc du coup elle doit aussi s'adapter, pas s'adapter, mais enfin en tout cas c'est quelque chose dont elle doit avoir conscience et elle doit aussi peut-être s'engager aussi à être dans ce modèle-là et à l'accepter, parce que sinon forcément ça crée des frustrations ou on vient confronter des modèles effectivement. La personne en face assez logiquement arrive avec un modèle qui est construit, un modèle social ou qui est qu'on le veuille ou non, qui est celui de l'exclusivité, qui est celui de la norme du couple, donc à 2. Et du coup, il y a cette confrontation qui se fait un peu normalement, comme n'importe quelle rencontre qu'on peut faire. On confronte plein de modèles quand on se rencontre de nos backgrounds, d'où on vient. Et je pense que ça en fait partie. Et donc, ce consentement au polyamour, je pense que c'est un peu une première étape, quelque chose qui est un peu nécessaire. Ok. Moi, le polyamour, je vois ça vachement comme une philosophie de vie, au final, dans ma définition, où en fait, je vois l'amour comme un spectre et où on nous a beaucoup enfermés dans c'est quoi l'amour amoureux, c'est quoi l'amour amitié, c'est quoi l'amour familial. Et en fait, dans la manière que j'ai de relationner avec autant mes amis que mes partenaires, je vois ça au final comme quelque chose de beaucoup plus fluide et vaste. Et aussi, ça m'a permis de déhiérarchiser, on va dire, l'importance des types de relations. Je parle souvent de personnes ressources. Au final, en fait, mes partenaires amoureux, affectifs, sexuels ne sont plus les seules personnes ressources ou les personnes avec lesquelles je vais investir toute ma vie. Et en fait, je trouve beaucoup de puissance en fait dans mes amours amitiés aussi, et ça m'a permis d'élargir mon champ aussi
de stabilité émotionnelle, affective, de manière générale. Voilà. J'ai très envie de rebondir sur ce que tu dis, si c'est OK. Il y a une personne avec qui j'ai parlé qui me disait, mais en fait, on est tous polyamoureux, dans le sens où tout le monde a plusieurs amitiés. Et il y a cette hiérarchisation entre les relations amicales et les relations romantiques et sexuelles qui n'a pas lieu d'être. Et si on apprend à déhiérarchiser ça, finalement, on se rend compte que tout le monde est poly. J'avais déjà vu ça quelque part de est-ce que finalement l'essence de l'être humain c'est le polyamour puisque non mais c'est vrai puisque finalement l'amour n'a pas forcément de limite. Mais ça voudrait dire quoi, du coup, que c'est la société en soi qui nous conditionne à aimer d'une certaine façon et du coup qui nous conditionne à être très binaire dans l'amour en soi? Bah, clairement, il y a le modèle de couple hétéro-patriarcal, monogame, avec cet ascenseur où tu te mets ensemble, ensuite tu vas emménager ensemble, ensuite tu vas te marier. C'est un mode d'emploi, quoi. C'est ça, ensuite tu as des enfants. Enfin, il y a ce truc-là qu'on nous vend depuis le début, et notamment à l'enfance, en fait, tous les contes que tu as, toutes les représentations que tu as, c'est ce modèle de couple hétéro-monogame dont il ne faut pas sortir et qui est en fait vraiment le but dans la vie, et notamment pour les petites filles, en fait. Il y a des personnes qui théorisent le modèle de couple hétéro-patriarcal monogame comme le moyen de contrôler les femmes en leur assignant un homme, en fait. Mais totalement. Et toi, Françoise, du coup, comment tu vois le polyamour pour toi? Comment il se traduit? J'aurais rajouté aussi la compersion, qui n'a pas encore été abordée, mais qui fait partie intégrante du schéma relationnel, enfin de la relation de polyamour. Du coup, la compersion, c'est le principe d'être heureux pour les personnes qu'on aime et dans leur épanouissement amoureux, romantique, sexuel, avec d'autres personnes. Mais du coup, la compersion qu'on retrouve aussi du coup dans les relations amicales, pareil, en fait, on se réjouit de nos amis, de ce qui leur arrive, et qui du coup fait un peu le contrepoint avec la jalousie, avec les schémas toxiques de relations qui sont souvent monogames du coup et exclusifs. Et je crois que c'est une fois qu'on a vraiment intégré la compersion et vivre en pleine compersion, je crois que c'est le truc le plus dur qui existe, en tout cas pour moi. Parce que du coup, ça veut dire que tu as déconstruit tout le reste et que tu as réussi à analyser pourquoi tu ressens ça, pourquoi t'es inquiet, pourquoi tu as peur que la personne t'abandonne, pourquoi... Et comment on est construit autour de ça, tous les films, tous les schémas, en fait, tous les couples, quand on parle de jalousie à des gens, la majorité des personnes disent que c'est normal de ressentir de la jalousie, que c'est normal d'être possessif avec l'autre, et du coup de sortir de ça, c'est trop dur. C'est vraiment je crois que peut-être que dans 20 ans j'y arriverai et ce sera trop bien, mais c'est long. Et voilà. À quel moment vous vous êtes dit dans votre vie, en fait, à quel âge, à quel moment vous vous êtes dit, en fait, ça me va pas du tout ce schéma conventionnel attendu de la société, et en fait, je veux casser ça, et donc je veux être polyamoureux, parce que c'est un choix, on est d'accord. Oui, on n'est pas polyamoureux. En soi, c'est. Il y a des personnes. Pardon. Non, mais alors un choix, peut-être, je crois que c'est même plus une nécessité qu'un choix. C'est juste qu'à un moment, tu étouffes, il me semble, et je comprends pas comment tout le monde ne peut pas avoir la même chose, mais non, bien sûr, je suis tolérante, évidemment. Merci François. Mais c'est juste qu'une fois que tu développes ça semble tellement plus naturel et évident finalement, et plus sain comme modèle. C'est vraiment, c'est hyper sain, et finalement c'est presque, des fois c'est presque très, j'arrive pas à trouver le mot. Très logique, très... Logique et rationnel. Ça peut être okay. très rationnel comme schéma, ce qui n'empêche pas d'avoir des poussées de passion exceptionnelles, mais juste dans le mode de relation, finalement, c'est assez logique, quoi. Ok. Ouais. Et donc, vous aviez quel âge quand vous êtes dit, en fait, polyamour, trop bien, ça me va, j'aime bien... De manière générale, j'ai questionné le modèle exclusif avant même de me poser la question du polyamour, parce que j'avais pas forcément les notions par rapport à ça. Mais je questionne la notion d'exclusivité depuis que j'ai 17-18 ans. Okay, j'ai 26 ans.
Donc ça fait un petit moment et j'arrivais pas à comprendre comment c'était viable sur le long terme en fait de rester si longtemps avec quelqu'un, de vouloir construire une vie avec quelqu'un sans jamais c'est pas sans avoir de désir, parce que je comprenais le fait d'avoir du désir pour plein d'autres gens que le partenaire avec qui on relationne ou la partenaire avec qui on relationne, mais je comprenais pas pourquoi on devait se priver, on devait couper sa liberté là-dedans, et pourquoi ça devait faire mal à l'autre de vivre des émotions fortes et belles avec d'autres gens. Et donc, je me suis questionnée par rapport à ça. En plus de ça, moi, j'ai eu longtemps un questionnement aussi sur mon orientation sexuelle. Et du coup, tout s'est un peu imbriqué. Et pourtant, j'ai essayé de me cantonner au couple exclusif, hétéro, monogame. Et j'ai essayé, et je me suis... à chaque fois, il y avait à un moment une sorte de désillusion et cette impression d'oppresser, d'étouffer, de plus être libre, en fait. Ça faisait donc 3 ans que j'étais avec un de mes partenaires actuels. On avait emménagé ensemble et il y a plusieurs moments dans notre relation où j'ai questionné ça, mais c'était toujours à un moment donné où dans notre relation ça allait pas bien. On n'ouvre pas un couple et on décide pas de faire du polyamour ou d'être dans des relations non exclusives quand le couple de base a des choses à régler. Du coup, on a réglé tout ça, mais la question d'exclusivité revenait encore. Et au final, on a eu une grande discussion. On avait déjà le droit de flirtouiller avec des gens, de les embrasser. Et j'ai fini par passer le cap avec un autre homme. Et en fait, on a eu ensuite une longue discussion pleine de compersion, pleine de câlins et d'amour. En mode, mais en fait, je suis tellement heureuse que notre relation me permette d'avoir cette liberté-là. Ouais. Merci. Je me sens heureuse et merci à toi, merci à nous. Et en fait, on s'est dit, mais allons-y, en fait. C'est trop beau. Et en fait, ça a redémarré, ça a redynamisé quelque chose dans mon couple, dans ce premier couple. Et au final, notre relation a encore plus grandi, notre confiance a encore plus évolué, et la connaissance qu'on a de l'autre et les discussions qu'on a eues grâce au polyamour, en fait, ont été incroyables. Et en fait, on se connaît encore mieux maintenant et on se fait encore plus confiance maintenant, quoi. Ouais, c'est beau. Tu te retrouves un peu dans ça, Gaëtan, ou... Oui, je me retrouve un peu dans ça. J'allais dire, j'ai été un peu polyamoureux de fait dans la manière dont je l'ai abordé. J'étais dans une relation et en fait, on avait déjà questionné l'exclusivité de manière, j'allais dire, assez classique dans une relation. Ça passait au départ par le biais sexuel. C'est assez marrant quand on s'y intéresse, d'ailleurs, de voir qu'au départ, la première frustration, elle est sexuelle. C'est quelque chose qu'on pourrait presque renvoyer à quelque chose de presque d'instinctif, qui rejaillit un peu comme ça dans une relation. Et en fait, et ensuite, du coup, on est entré dans une relation, une fois, puis une seconde fois, en trouble, du coup, qui a été, du coup, j'allais dire un polyamour de fait, parce qu'en fait, on a réétabli une relation qui était en fait très exclusive, mais à 3. Du coup, qui demande aussi de mettre en place ses modes de fonctionnement, son modèle, etc., etc. Et cette relation, j'allais dire, ensuite, a été re-questionnée à un moment donné. Et du coup, je suis entré un peu dans la phase, du coup, que je pourrais dire polyamoureuse, c'est-à-dire en ayant pleine conscience du polyamour. Je suis toujours en relation, par exemple, avec les 2 personnes avec qui j'étais en couple. Mais en fait, ça a demandé une autre organisation de vie. Par exemple, je pense qu'on peut pas... par exemple, il y a une caractéristique qu'on affirme dans un couple, c'est le fait de pouvoir cohabiter. Je pense que c'est pas donné à toutes les relations toutes les relations avec les personnes qu'on aime de pouvoir cohabiter. C'est vraiment une déconstruction de la norme de manière générale et de la domination. Je sais que par exemple, moi, par le polyamour, j'ai fait une déconstruction du modèle aussi capitaliste et je me suis introduit à l'anticapitalisme par le polyamour. Donc c'est quand même quelque chose qui est aussi une démarche où on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup du modèle qui est en fait effectivement un modèle de domination et du coup, on a envie de s'en libérer. Voilà.
C'est fou, je pense que du coup c'est Sam qui disait ça, c'est qu'en fait être polyamoureux, polyamoureuse, c'est politique limite, c'est vraiment aller contre tout ce que la société nous a dit de faire. Et en fait, je pense que le modèle économique aussi. Exactement. Et je sais pas exactement à quel âge vous êtes entré dans le monde du polyamour. Toi, vous avez dit 17 ans déjà que tu questionnais en fait tout ça, mais c'est ça. Je pense que ça requiert une maturité et aussi un courage incroyable d'aller contre ce ce le que mode toute d'emploi la société vous a dit de faire, ouais. quoi. Ouais. Contre la nature. Merci. En fait, à chaque épisode, il faut qu'on ait une référence à Contre Nature, sinon c'est un épisode foiré. Moi, pendant super longtemps, j'étais une ado, bon, parce que du coup je suis trans, mais j'étais une ado qui était à fond dans le modèle romantique où je me voyais vraiment me marier, avoir des enfants, passer ma vie avec mon mec, et ça avait l'air très bien. Et puis je suis resté 4 ans avec quelqu'un, et en fait on avait plus de vie sexuelle concrètement. Et ça se passait quand même très bien, en fait. On vivait ensemble, on avait le même cercle d'amis, etc. Et il y a un moment donné où je lui ai dit faut qu'on fasse quelque chose, parce qu'en fait, là, sinon, dans 10 ans, on est encore ensemble et j'ai pas envie, en fait. Enfin, je me le souhaite pas à moi-même, en fait. Ok. Donc, de base, c'était comme Gaëtan, ou c'était un manque sexuel? C'était une frustration. Mais sexuelle, du coup, parce que c'est ça qui manquait dans votre relation. Ouais. Mais tu sentais que tu t'asphyxiais un peu comme ce que disaient Laure et François Pas vraiment, c'était juste en mode il se passe rien. Et à l'époque, j'étais super jeune, hein. J'avais, je sais plus, peut-être 22 ans, un truc comme ça. Et j'étais en mode c'est pas normal, en fait. Enfin, et j'ai pas envie de vivre comme ça. J'en ai parlé et je lui ai dit si tu veux, soit on se sépare, soit on ouvre notre couple. Et il a préféré qu'on se sépare. Pourquoi pas, hein. Oui, moi, c'est honnête. C'était dur. Toi, tu t'attendais à ce qu'il voulait pas continuer? Je m'y attendais pas, ça a été une grosse claque, honnêtement. Et ça a été super dur. Et après, c'est devenu un très bon ami. Tant mieux. Mais ça m'a permis de mettre un orteil et de considérer cette option-là, je pense. Ensuite, j'ai continué en couple hétéro classique, on va dire. Je suis resté ensuite 3 ans avec quelqu'un. Pareil, on emménage ensemble, on a un chat, tout ça. On a un chat très important. Le détail qui change tout. Très important. Et en fait, je vais à la salle de sport et j'ai un crush sur un mec. Et là, du coup, j'ai plusieurs options. Qu'est-ce que je fais, en fait? Soit je trompe mon mec, avec qui ça se passait bien et zéro problème, hein, mais y a ce truc de qu'est-ce que je fais concrètement? Donc, soit je le trompe, soit je fais rien et je suis frustré, soit je lui en parle. Et du coup, j'ai décidé de lui en parler. On avait déjà parlé quelques mois auparavant du modèle Polia. On savait qu'on était plutôt d'accord sur le concept intellectuellement, c'est-à-dire en mode ça a l'air intelligent sur le principe. Et du coup, on a décidé de tester. C'est arrivé comme ça. Et c'est pas facile de passer d'un couple monogame depuis 3 ans à un couple polia, parce qu'il faut vraiment tout remettre en question et enlever tous les réflexes qu'on a acquis. Mais on est quand même resté 2 ans de plus ensemble, et c'est avec ma transition qu'on s'est séparés. Mais ce qui est quand même incroyable, parce qu'en soi, vous avez tous les deux considéré, vous avez parlé avec beaucoup de maturité du polyamour, alors que je pense que c'est un sujet qui peut effrayer énormément de personnes. Et moi, si je pense qu'on en parle en couple, tu te poses des questions, tu vois, tu te dis, mais est-ce que tu m'aimes assez Justement, tu dois te déconstruire, et c'est tout ce chemin-là. Ah non, mais je dis pas par rapport à moi, je dis en général, les couples en général, je pense qu'ils en parlent, ils diraient que tu sens une menace de, mais pourquoi ça va pas bien, tu ne m'aimes pas assez ou... Mais c'est intéressant, je vais juste rebondir sur ta remarque, ce qui est assez intéressant, parce que t'as dit, est-ce que tu m'aimes assez? Et c'est-à-dire, la preuve d'amour dans l'exclusivité, c'est quand même la première chose que tu viens déconstruire, et tu viens, j'allais dire, trouver des preuves d'amour dans autre chose. Et d'ailleurs, j'aime bien le parallèle avec l'amitié, je crois que tu faisais, et qui est assez intéressant, parce que l'amitié, c'est une des relations les moins normatives qu'on a dans notre société. Encore qu'il y en a des normes. Mais du coup, c'est une des moins normatives. Et du coup, on ne demande pas forcément des preuves, par exemple, d'amitié. C'est pas quelque chose qu'on fait. Et si tu considères l'amour sur le même spectre que l'amitié sur le même spectre que l'amour, finalement, tu te rends compte que des preuves d'amour, tu peux en trouver dans plein de choses dans une relation. Et j'allais dire, presque celle qui fait le moins preuve d'amour, c'est presque l'exclusivité sexuelle. C'est-à-dire que tu peux à l'inverse avoir des relations sexuelles avec des gens sans amour. Pourquoi la relation sexuelle et du coup l'exclusivité, quand on parle d'exclusivité, j'allais dire, elle est sexuelle, ou en tout cas, elle peut être romantique aussi, mais dans une certaine... Bon, c'est difficile parce que là, il y aurait beaucoup de définitions à donner. Mais du coup, pour que tout le monde comprenne, c'est la première barrière qu'on se donne, en tout cas quand on parle d'exclusivité.
c'est celle-ci. Du coup, c'est de se dire, en fait, on trouve des preuves ailleurs et il n'y a pas besoin de cette preuve d'exclusivité sexuelle pour prouver l'amour. Et c'est remettre un peu, et juste pour aller un tout petit peu plus loin, je trouve que le polyamour, ce qui est intéressant, c'est de remettre l'amour au centre des relations. Oui. Et de toutes les relations. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant comme modèle relationnel, ce que tu disais au départ, Sam, comme définition, parce que c'est vraiment toutes les relations. Ça n'inclut pas que les relations romantiques, pas que les relations sexuelles, pas que les relations amicales, etc., etc. Et moi, je voulais rebondir sur le fait que du coup, quand on déconstruit ces relations, et notamment quand on travaille sur le couple, qu'on commence par ouvrir du coup le couple aux ouvertures sexuelles. Et c'est assez intéressant parce que c'est souvent ce qui fait le plus peur, alors que quand tu déconstruis vraiment et que tu rentres en polyamour, en fait, finalement, juste le sexe, finalement, c'est quelque chose d'assez... c'est le truc qui fait le moins peur, presque, dans les insécurités que tu peux avoir. Quand tu vois, par contre, des personnes que t'aimes s'attacher à d'autres personnes et tout ça, on est beaucoup plus loin que de la petite ouverture sexuelle toute mignonne du vendredi soir. Bon, voilà. Mais du coup, toi, Françoise, à quel moment tu t'es rendu compte, enfin, tu t'es dit, finalement, moi, le polyamour, c'est plus ce qui est adapté, enfin, ce que je préfère, ce qui est adapté pour moi. Je suis restée avec une nana pendant 4 ans et on était du coup en couple exclusif monogame. Et au bout de 2 ans, on a commencé à parler d'ouverture de couple. Et en théorie, c'était trop cool. C'était juste, moi je trouve ça... Enfin, ça va probablement arriver que je sois attirée par d'autres personnes. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Ok, pour toi aussi, c'est cool. Si ça arrive, quoi. Et du coup, on avait mis plein de petites règles que maintenant je trouve tellement... Les règles. Un peu fucked up, mais genre c'était pas tes amis, juste une fois, pas des amis d'amis. Bon, après, il y a de la communication. Mais c'était trop de règles, qu'est-ce que... en fait, du coup, c'était juste sexuel, quoi. Ok. T'es en soirée, t'as un crush, il se passe un truc, c'est cool, mais ça reste entre toi et toi, et voilà. Et on a été comme ça en théorie pendant 2 ans. En fait, on n'a pas fait grand-chose. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un au bout de 2 ans. Enfin, ça allait faire 4 ans qu'on était ensemble. On était fiancés, on allait se marier. Bébé, enfin bref, tout le bordel. Et, le schéma classique qu'on connaît. Voilà, ça m'empêchait pas d'être heureuse, mais ça me convenait pas. Et bon, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai fait ça peut pas être que sexuel en fait, c'est complètement déconnant. Et j'ai eu une espèce de gros boom dans la tête, genre mais en fait je fais de la merde quoi. Enfin, en fait je veux pas me marier, je veux pas de chien, je veux pas de maison, je veux pas d'enfants, encore moins des enfants. Par contre, je veux qu'on me foute la paix. Et c'est surtout ça moi, c'est un peu mon maître mot dans ma manière de relationner, c'est foutez-moi la paix, foutons-nous la paix. Je t'aime. Je t'aime, on s'aime, c'est super. Je t'aime, mais laisse-moi tranquille. Ouais. Et c'est trop bien. Genre, j'ai jamais été aussi libre, je crois. C'est ce que j'allais dire, en fait, laissez-moi tranquille, c'est juste donnez-moi la liberté, quoi. Ouais. Donnez-la moi et moi je vous la donne en retour, quoi. Et c'est la meilleure preuve d'amour qui existe, en tout cas pour moi. Ok, waouh. C'est complètement trop beau. Moi, le polyamour m'a permis de me rendre compte que l'énergie sexuelle que tu peux avoir pour des partenaires dépend des partenaires, dépend de votre relation, dépend du contexte, dépend de plein de choses, et que aujourd'hui j'ai plusieurs partenaires avec qui je partage ou non de la sexualité. Je partage par contre de l'amour, bien évidemment, mais mon rapport à la sexualité a complètement changé. Là où j'avais intériorisé une sorte de dette sexuelle où je devais du sexe à mon partenaire, le polyamour m'a permis de me dire attends, mais l'amour et le sexe c'est lié, mais on peut aimer quelqu'un sans vouloir forcément partager du sexe, et ça veut pas dire qu'on ne l'aime plus. Et ça a été une libération, parce que pour moi dans toutes mes relations, il y a eu ce truc, je n'ai plus de libido, je n'ai plus de désir pour toi, donc c'est qu'il y a un problème, donc c'est que je ne t'aime plus. Et j'étais paniquée, je suis quelqu'un de très anxieux, je faisais des crises de panique horribles, et je remettais tout en question toute ma vie en me disant mais du coup je ne sais pas ce que c'est l'amour, c'est quoi être amoureux, est-ce que je suis amoureuse, est-ce que là je suis encore amoureuse, et c'est quoi l'amour? Et je paniquais, et en fait le polyamour m'a dit ok, en fait l'amour c'est il peut y avoir de la sexualité, mais c'est pas ça. Et aujourd'hui, j'ai une définition aussi je fais vachement la différence entre
être amoureux et aimer quelqu'un. Être amoureux, pour moi, je le relie vachement à la passion NRE. NRE, c'est New Relation Energy, c'est les débuts. Les débuts qui peuvent durer 3 ans ou 2 mois. Mais où il y a cette passion qui est, on le sait tous, est toute éphémère. Et donc, on a une envie de fusionner très forte. Et donc ça, c'est pour moi la phase où on est amoureux transi. Ça me tombe dessus, c'est limite si je le subis. Et aimer quelqu'un, par contre, c'est un processus actif où on met de l'énergie dans la relation parce que cette personne, on l'a choisie. On sait pourquoi elle fait partie de notre vie, pourquoi on veut qu'elle reste dans notre vie et pourquoi on décide d'investir en fait cette relation parce qu'on sait qu'elle nous fait du bien et qu'elle nous apporte des choses. Et du coup, je fais vachement la différence entre ça et enfin maintenant. Et du coup, la sexualité est devenue quelque chose de vachement secondaire. J'adore le sexe. Mais finalement, ce n'est pas un critère nécessaire à l'amour pour moi. Voilà. J'ai grave envie de rebondir sur ce que tu dis. On est des ballons. En effet, sur l'aspect sexualité, ça permet vraiment de mettre beaucoup moins de pression ou de se mettre beaucoup moins de pression parce qu'on a plusieurs partenaires et du coup d'avoir une relation romantique sans sexualité, ça devient possible. Ou d'avoir des écarts de libido, parce que dans un couple classique, monogame, exclusif, s'il y a un écart de libido entre les deux partenaires, ça peut amener des tensions, en fait. Et du coup, avec le modèle polya, ça devient plus simple s'il y a des écarts, en effet. Et j'ai envie surtout de rebondir sur ce que tu dis, sur l'aspect c'est quoi l'amour, c'est quoi être amoureux. Moi, j'en suis au stade où j'ai du mal à différencier mes relations amoureuses, entre guillemets, de mes relations amicales. Ah, carrément. Ouais, dans le sens où, tu vois, j'ai des amis que j'aime énormément, à qui je pense beaucoup, avec qui je parle beaucoup, à qui je fais plaisir. Je sais pas, j'ai une amie, si elle est triste, elle me dit « Ok, là, j'ai besoin de toi, je vais venir. » Genre, sans question, tu vois. Enfin, je suis là, évidemment. Si t'as besoin de moi, si je vais lui amener un bouquet de fleurs, je vais lui amener un livre, je vais lui envoyer des photos. Enfin, et en fait, la seule différence, c'est que oui, on couche pas ensemble, en fait. Et par contre, oui, on se fait des câlins, on peut se faire, je sais pas, des gratouilles, tu vois, des trucs comme ça. Et au final, c'est quoi la différence avec une relation romantique ? Peut-être que aussi, enfin, premier exemple, mais peut-être parce que vous construisez pas quelque chose de concret ensemble. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas des plans. Ben ça, pour moi, c'est justement le modèle du couple. Ouais. Mais parce que moi, aujourd'hui, dans ma vie, je vis tout seul. Je tiens à ça. Je refuse de vivre avec quelqu'un. Je l'ai fait par le passé abondamment. Françoise aussi, elle comprendra la liberté. Non, Je vis mais avec quelqu'un. Foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. On a 2 chambres. J'adore. non, moi, je veux plus vivre avec quelqu'un. Je veux plus ramasser les chaussettes de quelqu'un. Genre, c'est terminé. Non, mais pour de vrai. Je veux plus subir la présence de quelqu'un, en fait. Si t'es chez moi, c'est que je l'ai choisi et que je suis heureux que tu sois chez moi. Il y aura jamais un moment où il y a quelqu'un qui est chez moi où je me dis putain, je préfère être tout seul, tu vois. Donc, je veux vivre tout seul. Je veux pas d'enfant. Je veux pas me marier. Donc, j'ai envie de te dire, les projets à construire, ça va être des projets éventuellement artistiques, des projets, je sais pas, professionnels éventuellement. Il y a plein de choses à faire, à construire ensemble, mais pas, il y a pas d'option de mariage, emménagement, etc. Donc, à partir du moment où tu enlèves ça, qu'est-ce qui différencie en fait la relation dans le sens où je fais du care, j'ai envie de faire plaisir aux gens et ça devient compliqué pour moi de dire bah, cette relation, elle est romantique ou cette relation... C'est juste, je vois plus mes relations comme une sorte de diagramme araignée, si tu veux, avec plein d'axes et des choses qu'on fait ensemble. Donc ça va être, par exemple, je sais pas, du sport, ça va être, est-ce qu'on fait de la sexualité, est-ce qu'on se raconte nos trucs, je sais pas, nos trucs tristes, ou etc. Tu vois. Et du coup, chaque personne va être plus ou moins positionnée sur ces axes-là. Mais j'ai du mal à hiérarchiser réellement et à dire ça c'est romantique et ça c'est purement amical. Juste une petite parenthèse pour remercier donc le sponsor de ce podcast qui est donc Waterdrop. Waterdrop. Qu'est-ce que c'est Waterdrop ? Waterdrop, c'est très simple en soi, c'est des petites capsules qu'on appelle du coup des micro-drinks qui du coup ont des goûts, des arômes différentes, qui sont bourrés de vitamines et sans sucre et vegan. Ils sont sans OGM, vegan, sans gluten.
Et l'idée, c'est pour les personnes qui ont du mal un peu à boire de l'eau, c'est un peu les encourager justement à boire de l'eau parce qu'en vrai, c'est un thème. Hein. C'est naturel. Et puis, vous pouvez trouver, par exemple, ça s'appelle Focus. Mais vous avez des micro-drinks pour donc du thé. Vous avez de l'énergie pour le sport. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Tous les goûts, toutes les saveurs sur leur site. Aussi, ce qui est très cool, c'est que Waterdrop, ce qu'ils veulent, c'est qu'on évite de boire des bouteilles, de l'eau de bouteilles en plastique. Donc, de consommer plus de l'eau du robinet, tout simplement. Donc, il y a aussi beaucoup de gourdes sur leur site qui sont disponibles. C'est aussi le but. Beaucoup de gourdes et de goûts différents. Donc, on a un code promo que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, vous pouvez tous l'utiliser. Hein, yes. Qui est pour 10% de remise sur tous vos achats. Paint 10. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur le lien qu'on mettra en description. Merci beaucoup à Waterdrop de sponsoriser cet épisode. Et on retourne du coup à une fameuse question qu'on aura posée sur le polyamour. Du coup, c'est parfait pour la transition parce qu'on sait que dans le polyamour, en fait, c'est un terme parapluie. Donc, ça regroupe beaucoup de façons. Il y a beaucoup de façons différentes d'être polya. Et donc, comment vous vivez votre polyamour? Par exemple, je sais que toi, Gaëtan, tu étais dans un trouble, et ce qui est une forme de polyamour, mais que maintenant, tu es dans un autre schéma. Quel schéma existe parce que je pense aux gens qui nous écoutent, par exemple, ou qui nous regardent, qui se disent peut-être que moi, c'est un truc que je pourrais envisager. Dans quel schéma de polyamour est-ce que vous êtes, vous? Moi, le schéma, du coup, c'est l'anarchie relationnelle. Ok. Anarchie relationnelle. Ouais, dans le sens où je vais pas étiqueter mes relations et il y en a pas de plus importantes que d'autres. Maintenant, je veux dire, si j'ai une personne que j'aime beaucoup qui me dit là, j'ai besoin de toi, même si je suis avec quelqu'un d'autre, évidemment, je vais dire voilà, c'est un modèle idéal où pour moi, j'essaie de tendre vers ça. Okay. Maintenant, c'est difficile, évidemment, de jamais hiérarchiser, jamais prioriser, mais j'essaie de le faire en tout cas. Ok. Moi, j'ai encore un peu de mal à mettre des mots. Alors, l'anarchie relationnelle, je rêverais de pouvoir tendre vers ça. Alors, pour le coup, je suis pas sûre que ça me convienne. En tout cas, pas maintenant. Mais par contre, j'ai mis un peu de temps à savoir quelles étaient mes limites parce que finalement, les limites, du coup, c'est toi qui te les poses, en fait, ce qui te va pas. Et je sais que les premiers temps, je voyais 2 personnes régulièrement et j'arrivais plus à trouver de temps pour moi, par exemple. J'étais dans une euphorie, en plus, c'était 2 moments très passion dans les 2 relations, donc j'avais mon tote bag de taf avec une culotte, une brosse à dents. Et je me rendais compte au bout de 2 semaines que j'avais pas passé une soirée toute seule chez moi. Donc il y a des trucs à mettre en place, mais c'est une question d'équilibre en fait. Après, moi, j'ai pas trop de mots encore. C'est peut-être pas plus mal pour moi. On n'est pas obligé de mettre des mots. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir un schéma précis. Justement, si vous cassez les schémas, c'est peut-être pour ne pas en avoir. Mais c'est vrai qu'il existe différentes façons de vivre son polyamour, surtout par rapport à ça. Vas-y, Gaëtan. Oui, non, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs façons. Par exemple, à l'inverse, j'allais dire, je suis assez proche, je pense, de Sam sur la question je dirais pas anarchie relationnelle, mais en tout cas, ça prend cette forme-là. Mais à l'inverse, je cohabite avec quelqu'un. Et aussi parce que cette relation m'apporte dans la cohabitation. Okay. Donc c'est aussi possible. C'est pas non plus. Et d'ailleurs, je pense que le modèle qui serait le plus intéressant, c'est juste que après il y a des contraintes qui s'exercent sur nous. Le prix des loyers à Paris, des choses qui sont très matérielles et qui sont qui sont très matérielles. Et du coup, j'aimerais bien que ce soit avec plus de monde. J'aimerais bien cohabiter avec plus de monde. À l'inverse, tu vois, ça pourrait être le modèle être seul ou cohabiter avec quelqu'un, ou cohabiter avec plusieurs personnes, parce qu'il y a des moments où tu as envie d'être seul, il y a des moments où tu as aussi envie d'être plus en communauté, plus entouré de gens que t'aimes et de gens qui s'aiment aussi entre eux. Et du coup, je trouve que j'ai aussi vécu en trouble, donc j'ai aussi cette forme de communauté qui était du coup à 3, mais qui du coup apporte aussi autre chose. Parce que le polyamour, ça peut vite aussi devenir une relation, plusieurs relations personnelles, du coup 1, voilà, pour faire court. Et je trouve que aussi il y a, et j'essaie de faire ça de plus en plus, moi je suis dans cette phase où j'essaie que les personnes que j'aime se rencontrent. Okay. Pour qu'elles partagent aussi, parce que si t'aimes des gens, il y a fort à parier qu'elles puissent trouver des points d'accroche entre elles, parce que si tout le monde est bienveillant, finalement, c'est plus intéressant. Donc je suis aussi
en train d'essayer plutôt cette approche-là. Je ne sais pas si ça s'approche du collectivisme, du communisme relationnel, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose de la volonté de partager, une fois qu'on partage l'amour avec une personne, de partager aussi avec plus de personnes. Voilà. Il n'y a pas un terme pour ça. Vous n'avez pas un terme pour ça, pour déterminer la personne avec qui votre partenaire est? Le métamour. Métamour. Ah, c'est ça, Métamour. Ouais. On aura appris métamour. Au début, donc avec mon partenaire avec qui j'étais depuis 3 ans, donc on habitait ensemble, on a commencé par se dire qu'on était en couple libre. Puis on s'est rendu compte que partager juste du sexe avec les gens, c'était pas du tout OK avec nous-mêmes. On savait qu'il y avait de l'émotion, des sentiments qui pouvaient naître, et du coup le mot couple libre n'avait pas de sens. Parce que couple libre, pardon, c'est juste par rapport au... Nous, comme on le définissait, couple libre, c'était partager de la sexualité avec d'autres partenaires, mais sans sentiment. Mais on était tous les deux d'accord ça nous plaisait pas de juste partager ça avec les gens, et que on était beaucoup plus sensibles que ça et poreux à l'amour qui pouvait naître. Donc ça n'allait pas, et au début on s'est dit ok, on va se dire polyamoureux, mais hiérarchisé. C'est-à-dire qu'on a un partenaire noyau, on va dire le partenaire principal. Il y a différents termes, partenaire principal, partenaire primaire, et ensuite les partenaires secondaires. Donc un peu comme finalement un électron et un atome où il y a des électrons libres autour, mais le noyau dur est le partenaire principal. Okay. Ceux qui n'ont pas fait bac S, là, ils sont en sueur. Ne nous parlez pas d'atomes et de chimie. Il y a une planète où vous êtes 2, et ensuite il y a plein d'étoiles. C'est mieux. Dans le milieu polyamoureux aussi, on parle de constellations, tout ça, on aime bien les étoiles. Donc il y a ça, on se disait ça, et puis au final, moi j'ai commencé à avoir une relation avec quelqu'un qui devenait de plus en plus engageante émotionnellement, et je me suis rendu compte que ça marchait pas en fait, la hiérarchie, c'était plus OK pour moi de me dire toi tu seras le partenaire avec qui je vais partager ma vie, je vais habiter, je vais faire des projets de voyage, d'enfants, j'en sais rien, et l'autre par contre il sera là mais un peu moins important. Ça c'était pas logique en fait, et du coup on a eu beaucoup de discussions, beaucoup de peur aussi dans ces discussions-là, parce que communiquer à la personne que tu aimes que en fait, elle est plus le centre de ton monde, comme on te l'a appris. Ça développe tellement de peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur d'être remplacé. Et du coup, il y a beaucoup de jalousie. et en fait, c'est apprendre au fur et à mesure comment tu déjoues cette jalousie, et pour arriver à un amour et une confiance en l'autre, pour être plus libre et heureux tous ensemble. Donc maintenant, je suis en couple avec 2 personnes, parce que pour moi, pour l'instant, par rapport à mes peurs, par rapport à ma jalousie, par rapport à mes limites, j'ai encore besoin de ce cadre. En tout cas, je me sens mieux dans ce cadre, de me dire que ces personnes-là, c'est des personnes que j'ai choisies, avec qui j'ai envie d'avoir des projets de vie et de construire des choses plus engageantes qu'avec d'autres personnes que je pourrais aimer aussi. J'ai un autre partenaire là que j'ai rencontré il y a pas très longtemps, je l'aime, mais il y aura jamais plus que ce qu'on partage, c'est-à-dire des dates, des moments ensemble, mais je veux pas construire plus de choses avec cette personne-là. Par contre, les 2 personnes avec qui je suis en couple, là, j'ai envie de m'investir plus. Et elles sont polyas, du coup, les 2 personnes avec qui t'es en couple? Il y en a un, oui. L'autre, non. On se dit en couple. Enfin, lui se dit en couple libre avec moi. Ok, voilà. C'est sa version. Du coup, qu'est-ce que tu entends? Couple, derrière ce mot, c'est construction derrière? Construction tangible? Du coup, parce que pour moi, quand tu peux faire des projets, faire des constructions, ça peut être aussi... Et pour moi, c'est principalement émotionnel, du coup. Je m'investis dans les sentiments que j'ai. Mais du coup, c'est assez intéressant. Je suis désolée. Moi, il y a dans couple, j'entends les personnes, par exemple, que je vais présenter à ma famille, les personnes avec qui je vais faire des achats. Donc, c'est des trucs plus. Et t'arrives à trouver ça sexy comme définition? Non, mais c'est une par rapport à la famille, moi, j'ai un rapport très fort avec ma famille, et du coup. Présenter et faire participer une personne à ma vie de famille, c'est quelque chose de très important pour moi et que j'aime. Parce que j'ai un amour très très profond pour ma famille, et donc c'est les faire rentrer vraiment dans ma famille et dans
enfin, Dans ton dans un cercle particulier. Et ça, je le ferai pas. Enfin, je le fais avec des amis proches que j'appelle même mes frères et sœurs. En fait, des amis qui sont au même, enfin, comment dire, que je considère comme ma famille aussi. Et donc ça, je le ferai pas avec tous mes partenaires. Il y a des partenaires que j'ai envie, avec qui j'ai envie de partager ça. Et c'est là où le mot couple vient poser mine de rien, une hiérarchie. Bon, voilà. Oh là là, il y a la hiérarchie. Juste ça, tu dis qu'il y a des amis que tu présentes à ta famille. Et moi, j'ai clairement des personnes que je considère qui font partie de ma famille. C'est ça, ouais. Même si je sais pas des partenaires au sens où je ne couche pas avec. Complètement. Mais du coup, justement, cette hiérarchisation, c'est pas le seul paramètre. Ouais. Venons-en au sujet que tout le monde attend en fait. Quand on parle de polyamour, je pense que la plupart des gens pensent forcément à jalousie. Oui. Comment est-ce que vous faites justement pour ne pas être jalouse, ou peut-être vous l'êtes quand même, mais comment est-ce que vous gérez cette jalousie quand vous avez plus d'une personne que vous aimez en fait? Je crois qu'il faut déconstruire aussi. En fait, quand tu ressentir de la jalousie, c'est pas un problème en soi. Tu la ressens, elle est là. Donc de toutes les façons, t'as pas le choix. Soit tu l'acceptes, soit t'as encore plus mal parce que t'essayes de plus la voir. Enfin, c'est une catastrophe, c'est un cercle vicieux. Okay. Mais juste de comprendre pourquoi tu te sens jaloux et du coup de demander à te sentir rassuré, mais ailleurs en fait. Mais quel que soit le schéma relationnel d'ailleurs, si tu ressens de la jalousie, c'est parce que tu te sens en insécurité face à une situation. Donc c'est un peu comme nos médicaments, tu vas essayer de traiter à la source plutôt que le problème qui ressort, qui est visible. Ok. Voilà. Je crois que c'est la communication. Je suis désolée, c'est un peu. Ça fait un peu chier, j'ai dit le mot, mais je crois qu'il faut parler, quoi. Et toi, Gaëtan, tu voulais dire pour moi, je vais en revenir encore sur un truc très politique. Je suis désolé de faire du polyamour. On a compris que le polyamour, c'était politique, en fait. Pour moi, la jalousie, c'est vraiment le sentiment de possession que tu peux avoir envers une personne. Je pense pas que pour moi, d'ailleurs. Je pense que c'est la définition commune de tout le monde. Et du coup, ça renvoie quand même au schéma de possession qu'on a de tout, en fait, dans la vie. Que ce soit les objets, on parlait de projets d'achat de maison, de voyage, de choses comme ça. Toutes les choses qui sont en fait, toutes les choses qu'on peut posséder ou qu'on peut expérimenter par l'achat et la possession. Et donc du coup, la jalousie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que genre c'est ta relation à l'autre dans sa possession. Et en fait, c'est quelque chose qu'on doit déconstruire parce que c'est quelque chose qu'on a effectivement appris et qui est du modèle de la société dans laquelle on vit. La société capitaliste est construite sur la propriété. Et donc possession, propriété, c'est le même. Je fais le lien parce que j'en sais jamais, mais c'est une des parties de la propriété, c'est la possession. Et du coup, il y a quelque chose comme ça qui s'exerce sur nous et que pour tout le monde, on a tous envie d'avoir potentiellement un chez soi qu'on a acheté et qui est à nous et qu'on possède. Mais pour autant, c'est un construit, c'est quelque chose qui est pas qu'on n'a pas en nous, de manière innée. Et donc du coup, ce schéma-là, la jalousie, c'est vraiment dans cette construction-là. Donc c'est quelque chose que tu déconstruis, et c'est pour ça que, en même temps que le polyamour, je suis arrivé dans un schéma anticapitaliste, c'est-à-dire que en fait, tu viens déconstruire la possession à toutes les choses, c'est-à-dire que tu viens te déposséder des gens et des choses. Il y a quelque chose qui vient en même temps, en fait. Et je saurais pas trop comment l'expliquer. Mais en fait, ça recentre à la fois sur soi et sur ce que sont les gens dans leur essence, en fait. C'est-à-dire que, genre, on vient chercher tout ce qu'on pourrait appeler après des preuves d'amour, mais qui sont, en fait, genre, on vient voir les gens pas pour ce qu'ils ont, pas pour ce qu'ils pourraient être et ce qu'on pourrait avoir d'eux. C'est surtout ça, ce qu'on pourrait avoir d'eux. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait posséder d'eux, mais en fait, tels qu'ils sont. Et en fait, on arrive à une espèce de schéma où on est beaucoup plus indépendant pour soi et on donne la liberté, c'était exactement ça, on donne aussi la liberté aux autres de l'être. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui se passe et qui est complètement à la déposition. Même la jalousie, c'est marrant, du coup, ta question me paraît complètement genre... Non, mais me paraît complètement genre, c'est quelque chose que j'ai déconstruit. Je dis pas que j'étais pas jaloux au départ, mais c'est quelque chose qui maintenant, en tout cas maintenant, me paraît genre totalement un peu absurde. J'ai une espèce de truc comme ça, de rapport maintenant où quand quelqu'un me dit, et je vais vous le mettre dans un cas très concret, un des partenaires avec qui je suis est pour le coup, lui, assez jaloux. C'est-à-dire qu'il est dépendant dans ses relations polyamoureuses, enfin, un schéma qui est quand même assez dépendant. Et du coup, il a ce rapport-là, des fois, de jalousie qui peut s'exercer, du coup, sur moi. Et du coup, c'est vrai que j'ai cette espèce de réaction un peu absurde. Je suis là,
Pourquoi? Mais je comprends pas. Que se passe-t-il? Et en fait, du coup, ouais, je sais pas, ouais, voilà. Mais la jalousie, c'est aussi souvent manque de confiance, ou alors c'est aussi c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même, parce que tu te dis qu'est-ce que j'ai pas que cette personne, pourquoi est-ce que j'ai pas ce que d'autres personnes ont. Enfin, je pense que c'est beaucoup par rapport à soi. Pardon, vas-y. Justement, je vais rebondir sur ça parce que c'est un peu moins ça que je traverse. Je suis quelqu'un qui peut être assez jalouse facilement. D'ailleurs, la jalousie ne s'exprime pas de la même manière selon les partenaires, parce que les relations sont toutes différentes et viennent activer différentes choses selon les personnes. Il y a des personnes avec qui je vais être très jalouse et d'autres, j'ai confiance complète, mais parce que j'ai une confiance complète dans le lien et dans ma place que j'ai, donc il y a plein de choses à rassurer. Mais personnellement, la jalousie dans le polyamour, ça m'a beaucoup aidée sur mon développement personnel. C'est très difficile à traverser, mais par contre, là, en 1 an et de tout ce que j'ai vécu à travers la jalousie, j'ai pris, 5 ans de maturité, quoi. Et moi, je l'axe un peu sur deux. Il y a 2 gros axes. Soit c'est parce que ma jalousie, elle s'active parce qu'il y a un manque de confiance, où il y a une peur qui est là. Peur d'être abandonnée, peur d'être rejetée, peur d'être remplacée. Les basiques. Mais du coup, c'est une peur qui m'appartient à moi, dont je suis responsable, due à mon histoire, etc. Et donc, c'est quelque chose que je dois travailler. Après, bien évidemment, il y a des situations qui peuvent l'activer plus facilement. Et du coup, c'est à moi de communiquer à mon partenaire mes limites et qu'est-ce qui va m'activer et pourquoi et comment. Et du coup, parfois, j'ai ce qu'on appelle des sortes de tempêtes émotionnelles complètement irrationnelles de jalousie, mais qui sont pas dues à mon partenaire, qui sont juste dues à moi. Et en fait, il y a des moyens... c'est très animal, en fait, où les enfants ont ça. C'est-à-dire qu'on a une émotion tellement forte que on peut pas réfléchir. C'est pas rationnel. Et du coup, par exemple, moi, ça m'est arrivé il y a 1 semaine. On en a parlé avec mon partenaire. Et je lui ai dit que c'était complètement irrationnel, mais que ça existait dans mon corps, etc. Et il m'a dit, maintenant que je sais que ça peut t'arriver, que c'est irrationnel et que c'est pas de ma faute, juste dis-le-moi. Là, je suis en train de traverser la tempête. Viens, on fait quelque chose, c'est-à-dire se faire un câlin, regarder une vidéo, faire quelque chose. Mais parfois, il y a de la jalousie qui est complètement irrationnelle. Et parfois, il y a aussi de la jalousie qui est, pour moi, due au fait que la personne me manque. Elle va partager du temps avec quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est pas que je suis jalouse de l'autre personne, je suis jalouse parce que l'autre personne partage quelque chose que moi j'aimerais partager avec mon partenaire et qui me manque. Okay. C'est ce qui revient à Gaëtan de la possession un peu. C'est ça. En fait, je suis pas jalouse de l'autre, j'ai juste envie de passer du temps avec toi parce que je t'aime. Et du coup, je fais ok. Viens, on se pose, on regarde nos agendas, on se dit, viens, on passe un moment de qualité à ce moment-là. Et comme ça va justement combler cette envie et ce besoin de passer du temps avec l'autre et de s'aimer. Tu vois. Oui, mais dans ce cas précis, justement, en fait, moi, je pense que c'est naturel déjà. On pense que c'est naturel d'avoir des préférences, non, dans vos partenaires, peut-être, non? Est-ce que tout le monde... Préférences Oui, des préférences dans cette hiérarchie. Est-ce que vous préférez passer du temps... tu veux dire, ou... Oui, est-ce que vous préférez passer plus de temps avec une personne, mais faire d'autres activités avec une autre? Tu vois, est-ce que l'amour est égal entre vos partenaires? Non. J'ai envie de te demander, par rapport à tes amis, comment tu répondrais à la question, en fait? Oula. Non, mais tu vois l'absurdité de la question. Non, mais je veux dire, parce que je pense que c'est... Là, tu disais justement, ça t'aimerais bien passer ce temps-là qu'il est en train de passer avec une autre personne, mais donc du coup, ça doit te titiller quand même, tu dois avoir peut-être une petite souffrance par rapport au fait que, tu vois, c'est peut-être pas de la jalousie en soi, comme tu dis, c'est pas de la jalousie, mais c'est un... Tu vois, alors, le message nerveux qui est d'être tendu, de pleurer, ça existe. Ouais. C'est physique, c'est là. Mais je suis pas en train de me dire... comment dire ? C'est juste que c'est comme une sorte de sonnette qui vient de me dire « il y a un besoin qui est là, sur lequel il faut... qui n'est pas comblé. Et comment tu peux faire une demande pour combler en fait ce besoin. Okay, ouais. Mais c'est pas on a parfois des demandes, on a parfois des besoins et on va demander quelque chose à quelqu'un ou alors on va passer par une stratégie pour répondre à ce besoin, mais
en le communiquant mal. Je suis en train de me perdre un peu. En fait, c'est la... J'ai un exemple très concret, si tu veux. Je me perds. Concrètement, j'ai des places pour un concert la semaine prochaine. Ok, j'ai 2 places, donc j'en ai une pour moi et une pour quelqu'un d'autre. La question, c'est qui j'amène à ce concert. Donc, je vais réfléchir à qui c'est que j'amène. Potentiellement, j'ai plusieurs partenaires qui peuvent être intéressés, plusieurs amis, j'ai ma sœur. Bon, faut faire un choix, tu vois. Et la personne que je vais choisir, potentiellement, les autres vont être déçus de ne pas venir avec moi à ce concert-là. Mais je suis obligé de faire des choix. Et du coup, la jalousie, parfois, ça peut être très rationnel, entre guillemets, en disant j'aurais bien aimé faire ça avec toi. Mais ce qui est difficile aussi, c'est de gérer finalement les partenaires avec qui vous êtes, parce que ces personnes-là doivent être déconstruites un minimum. C'est obligatoire. Moi, ça fait partie de mes red flags. Quelqu'un qui est polia depuis très peu de temps ou qui passe en polia, je l'ai fait par le passé, honnêtement. C'est trop dur à gérer. C'est trop dur à gérer, en fait. Mais en même temps, ils sont obligés de passer par cette case-là. Donc comment est-ce qu'ils font pour se développer si c'est pas par quelqu'un, en fait? Avec moi. Ils peuvent écouter des podcasts. Écoutez ces podcasts. En fait, c'est comme, je fais ce rapport-là avec la déconstruction de la masculinité toxique ou de la féminité toxique. Et à un moment donné, on n'est pas là constamment à devoir te prendre la main pour te déconstruire parce que tu as besoin d'un professeur qui t'apprenne. En fait, il y a un moment, si tu veux apprendre, si tu veux évoluer, en fait, tu te prends par la main tout seul et il y a plein de ressources. Il y a plein de ressources. Vraiment. Je pense qu'il y a aussi... On en a ras le bol. Je pense qu'on développe vraiment des compétences, en fait. En étant polia, on développe réellement des compétences. Je pense que la jalousie, il y a à la fois l'aspect de confiance, donc de confiance en soi, en se disant je suis le pilier de ma vie aujourd'hui, je mets pas la responsabilité dans quelqu'un d'être ma moitié. Donc je me suffis à moi-même, entre guillemets. J'ai besoin des autres, évidemment, mais j'ai pas besoin d'une personne en particulier. Mes besoins émotionnels, ils sont répartis sur plusieurs personnes et je pense que c'est beaucoup plus sain et moi, ça me convient beaucoup mieux. Donc il y a cette partie-là qui nécessite du travail, de confiance en soi et de confiance en les autres aussi. Dans le sens où ça peut m'arriver d'être jaloux d'un partenaire pour X ou Y raison. Et je me demande, mais pourquoi en fait? Et la question, c'est parce que j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui change. Et ça peut être une peur totalement irrationnelle où je me dis, concrètement, la personne, elle m'envoie autant de messages, elle me fait autant d'attention, on passe les moments de la même manière ensemble, ou une peur rationnelle dans le sens où typiquement, en termes d'emploi du temps, il y a 24 heures dans une journée, si tu as 56 partenaires, il y a un moment donné, ça va plus. Oui, il y a peut-être une limite de partenaires. Est-ce que vous avez une limite de partenaires ou vous mettez des limites ou pas? Combien de partenaires vous avez eu au max? J'ai envie de dire, c'est quoi votre chiffre? C'est quoi votre... moi, je crois que c'est 4 ou 5. Ok. Et après, à des fréquences différentes, par exemple. Oui, clairement. Non, en fait, je pense que 2 relations intenses, très engagées émotionnellement, c'est mon max. Après, ça dépend aussi de mes amitiés, entre guillemets. En fait, l'ensemble de mes relations va compter parce que si j'ai beaucoup d'amis où je suis très engagé émotionnellement aussi, il y a un moment donné, tu peux pas avoir tout le monde et être engagé émotionnellement avec 36 personnes. Et qu'est-ce que vous diriez, parce que je pense aux gens qui nous écoutent et qui disent peut-être que c'est un schéma qui finalement pourrait m'intéresser, qu'est-ce qui seraient les premiers pas en fait vers justement le polyamour? Je sais pas si c'est clair comme question, mais qu'est-ce qu'une personne peut commencer à faire pour peut-être rentrer dans un schéma de polyamour? Est-ce qu'on peut dire essayer de s'écouter? Parce que je crois que c'est assez... En fait, ça part de là, de tes envies. Je crois que de toutes les façons, c'est assez propre à chacun. Donc, juste écouter cette petite voix que tu laisses tout le temps de côté, en fait. Et de se dire, là, c'est bon, j'essaye. Je crois que ça... Moi, je dirais se former sur la communication non violente, pour être honnête. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé d'apprendre à parler des conflits en fait et à résoudre ces conflits-là parce que forcément il y a des moments où va y avoir des tensions ou des choses comme ça et il faut apprendre à les gérer et justement un des trucs que le polia m'a énormément apporté c'est en termes de communication. Moi j'allais justement parler d'honnêteté radicale, que ce soit avec soi-même ou avec les autres, c'est de prendre ce temps de se dire les choses, même les choses où on n'est pas sûr, où c'est pas joli, où c'est pas propre, mais même à soi-même en fait. C'est de se dire, ok, je suis honnête avec moi, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qu'il me faut, est-ce que c'est ça? Il faut que je le communique, il faut y aller. Mais c'est souvent un acte très dur et très courageux que d'aller dire à l'autre,
enfin, c'est très vulnérable aussi, c'est de dire, bah, voilà ce qui se passe en moi. J'ai peur, mais ça existe, et de voir ce qui va se passer. Mais des fois, c'est pas... Ouais, il faut être vulnérable, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, il faut accepter sa vulnérabilité, et aussi la vulnérabilité de l'autre avec douceur et bienveillance. Gaëtan ? Et j'aurais ajouté à l'honnêteté l'indépendance, je pense, qui est, je pense, c'est ce que j'ai appris, ou c'est peut-être comme ça que j'étais, en tout cas dans ce modèle de relation. De l'honnêteté, j'aurais ajouté du coup l'indépendance. Je pense que c'est un premier biais pour accepter, parce que on parlait tout à l'heure des gens qui nous entourent, et justement quand on se met dans un modèle relationnel, j'allais dire traditionnel, on a ce truc-là que la personne en face, elle va répondre à nos besoins, ou elle va répondre à des besoins. Et le premier truc qui est un peu qui est assez classique, hein. J'ai le premier truc, c'est de penser que la personne en face de nous, mais n'importe qui, hein, de toutes les relations qu'on a, va répondre à des besoins. Et en fait, le premier truc que je dis avec les personnes avec qui je suis, dès qu'il y a quelque chose, c'est genre, je dis, en fait, je suis pas là pour répondre à tes besoins. En fait, je réponds aux besoins de personne. Moi, je réponds aux miens par moi-même. Et ensuite, les gens viennent, j'allais dire, complémenter autour de nous, viennent nous fournir de l'énergie, transférer. Enfin, il y a quelque chose de ce schéma-là. Je te donne, je t'apporte, mais c'est un transfert d'énergie ou de flux. Je ne sais pas comment comment on peut appeler ça, mais en tout cas, c'est très palpable quand on décide de mettre les yeux dessus. Et en fait, la personne ne peut pas, il y a personne qui pourra répondre à nos besoins. Donc c'est vraiment l'indépendance, je pense, le premier truc. Et alors je sais pas si c'est plus simple, parce que moi j'allais presque parler de mon expérience. Je sais pas si c'est plus simple de commencer en étant avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a tous beaucoup de nos expériences. J'ai vu qu'on avait tous commencé en étant dans un schéma relationnel, et qu'ensuite en discutant, on était allé vers quelque chose comme ça. Je pense que c'est intéressant, parce que si la personne en face est justement assez bienveillante et assez honnête, ça permet de s'accompagner mutuellement. Et c'est aussi la manière dont je l'ai fait. Donc, on s'est accompagné mutuellement vers le polyamour. Et je pense que c'est intéressant. Je pense que aussi, alors, j'ai pas l'exemple, mais je pense que c'est aussi possible d'y arriver en étant soi-même déjà quelqu'un d'indépendant, et de justement venir chercher plusieurs relations. Et je pense... Alors là, c'est une hypothèse théorique. C'est très scientifique, ce podcast. C'est très scientifique, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient très ouvertes à ça. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît presque tous autour de nous qui sont très indépendants, et on les voit quand ils essaient de manager relation après relation. C'est-à-dire, ils date. Genre, je pense que beaucoup d'applications de rencontres font leur business là-dessus. Mais du coup, non, mais les gens date pour essayer de trouver l'amour. Et en fait, au passage, je pense que beaucoup de monde ne s'est pas rendu compte qu'en fait, ils l'avaient trouvé beaucoup de fois, et qu'ils auraient pu rester avec toutes ces personnes en même temps. Et que, au lieu d'aller, et je pense le contrario de la relation polyamoureuse, c'est que, en fait, au lieu que l'amour soit, se succède, romantiquement en tout cas, il peut justement se cumuler, ou en tout cas se vivre en même temps, la simultanéité plutôt que cumuler. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, il y a un côté où on n'attend plus d'une personne qu'elle coche toutes les cases. Et du coup, on apprend à aimer les gens pour ce qu'ils et elles sont. Dans le sens où si une personne, elle n'a pas tel truc, c'est pas grave en fait. On va prendre les moments avec elle, apprécier ces moments-là, et les autres, elle les passera avec quelqu'un d'autre. Et on n'a pas une personne qui va cocher tous nos besoins et remplir tous nos besoins. Et ça, c'est un soulagement de ouf en fait, parce qu'on se met une pression en date de savoir est-ce que c'est la bonne personne, ou même quand on est déjà avec une personne, dès qu'il se passe des petits trucs, est-ce que c'est vraiment la bonne personne, est-ce que je pourrais pas trouver mieux. Et il y a ce truc là aussi avec les applications de rencontres, où il y a tellement de possibilités de se dire comment je vais trouver la pépite qui me convient, alors que là c'est possible en fait de s'appuyer sur plusieurs personnes et d'aimer les gens pour ce qu'ils et elles sont. Et à l'inverse, excuse-moi. Non, vas-y. Okay. À l'inverse, c'est aussi très apaisant de se dire qu'on n'est pas la personne qui doit répondre à tous les besoins. C'est une pression en moins. En fait, c'est ça, c'est genre, je n'ai pas à être là, je ne peux pas être là à chaque seconde de ta vie quand il se passera quelque chose. Je ne pourrais pas être disponible émotionnellement pour te soutenir constamment, parce que je suis déjà un être humain qui doit se gérer soi-même. Et ça vaut avec tout le monde.
Moi, j'ai grandi avec cette illusion que s'il m'arrivait quelque chose, j'aurais mes parents ou mes grands frères qui allaient me sauver sur un cheval. Fun fact, ça n'est jamais arrivé. Il se passe des choses dans ta vie où les gens ne sont pas là, mais c'est ok et c'est pas grave parce que on n'a pas à porter cette responsabilité-là, en fait. Parce qu'on pourra pas être là matériellement, c'est comme ça. Et même des fois, on n'est pas disponible émotionnellement et c'est ok. Et ça rassure. Se dire, waouh, c'est bon, je ne porte pas tout le care et tout le bien-être de la personne sur mes épaules. Parce qu'on n'est pas là pour sauver tout le monde et on n'est pas là à devoir se sacrifier pour tout le monde, quoi. Moi, je sais que j'ai grandi beaucoup avec cette notion de sacrifice pour les autres. Et le polyamour m'a tellement aidé à me dire, je ne suis pas la sauveuse. Je ne suis pas la sauveuse de tout le monde. La Jeanne d'Arc de tes relations. Ouais, on va déjà s'occuper de soi-même. Je suis entièrement d'accord, mais j'ai envie de nuancer dans le sens où un des reproches qu'on peut faire aux polya, il y a des personnes qui nous voient comme des personnes très indépendantes, c'est ça, centrées sur elles-mêmes et vraiment en mode dans un truc de consommation des autres où on prend que ce qu'il y a à prendre chez les autres et on s'en fout du reste. Je veux quand même nuancer dans le sens où il y a quand même on garde une forme de responsabilité par rapport à nos relations, mais comme par rapport aux amitiés en fait. Pour moi, le parallèle avec le polya, c'est vraiment par rapport aux amis, au modèle amical, où quand on a un ami qui se sent pas bien pour X ou Y raison, on va être là pour lui ou pour elle. Et c'est pareil pour les partenaires. Donc il faut pas se dire que le polya, il y a zéro responsabilité et ciao quoi. Ce que je voulais vous demander, c'est aussi c'est toujours le regard de l'autre aussi qui est un peu compliqué à gérer, c'est-à-dire quand on se présente comme polya, comment ils vont en gérer, et notamment au sein de la famille. Donc comment ça se passe? Qu'est-ce que vous dites à votre famille quand vous êtes polya? Déjà, est-ce qu'elles sont au courant que vous êtes dans plusieurs relations? Ouais. Oui. Et comment elles réagissent? Comment elles... Alors moi, pas du tout. Pas du tout. Par contre, tout le monde est... mes parents sont pas au courant. Certaines personnes de ma famille le sont, mais... Après, tout mon entourage l'est. En fait, ma vraie famille, ma famille de cœur l'est. Okay. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai pas de famille de sang à part ma sœur. Okay. Mais par contre, j'ai des grands-parents de cœur qui ont 80 ans et qui me connaissent depuis tout petit. Donc, vraiment, avec un lien, c'est comme de la famille. Et du coup, je leur en ai parlé. J'ai parlé aussi des sujets de transidentité, évidemment. Et en fait, ils m'ont remercié. Ils m'ont dit, mais quand on connaît pas des gens différents, forcément, on a peur et on comprend pas. Mais quand tu nous en parles, en fait, on comprend et on t'accepte, en fait. Parce qu'au final, il y a que de l'amour et c'est ça qui compte. Waouh. Pour des grands-parents. J'ai de la chance. Waouh. Ah ouais, super. Moi, j'en ai parlé d'abord à ma mère et à mes frères qui soit ne comprenaient pas mais acceptaient, soit comprenaient et étaient tant que c'est ta vie et que t'es heureuse, tant mieux. J'ai eu du mal à en parler à mon père. J'ai eu pendant des années un rapport très conflictuel avec mon père, notamment par rapport à mes relations amoureuses étaient un peu au cœur de ça aussi, dans le sens où je viens d'une famille où mes parents sont divorcés, dû à une liaison. Donc forcément, le rapport à l'amour, tout ça, c'est un peu compliqué. Et j'avais très peur d'en parler à mon père parce que c'est quelqu'un qui a trompé ma mère, mais qui s'est fait tromper aussi après par sa seconde femme. Donc voilà, parler sentiments avec mon père, c'était compliqué. Et donc là, j'allais lui parler du fait que j'avais 2 relations en même temps, consenties, éclairées. J'ai attendu les 5 minutes avant de prendre mon train pour lui dire au fait, papa, je suis polyamoureuse, j'ai 2 copains. Vite dans le train. C'est ça. Il a fait du retard. Je savais que j'allais partir. Et en fait, il a pris un temps. Il m'a dit, je comprends pourquoi tu avais peur de me le dire. Mais j'ai senti, parce que quand je lui ai parlé, j'avais pas passé la journée avec lui, il m'a dit, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé chez toi, que tu étais épanouie et que tu étais heureuse. Et en fait, je suis très heureux pour toi. Et je pense que finalement, je suis peut-être la personne la plus à même de comprendre ce qui te traverse. Wow. Il m'a dit, à mon époque, ça n'existait pas. On n'avait pas de mots pour ça, mais je pense que c'est quelque chose que j'aurais voulu communiquer ou en tout cas questionner. Et peut-être qu'on aurait eu moins de souffrance dans notre famille. Waouh. Waouh. Ouais.
Et à côté de ça, ma grand-mère, donc ma mère lui a expliqué, ma grand-mère m'a dit « Ah, ta mère m'a dit que vous étiez en ménage à 3. » C'est une façon de le voir. Alors, grand-mère, non. Mamie, c'est pas ça. Du coup, je lui ai expliqué. Au début, elle me disait « Ah, mais tant que t'es discrète, vis ta vie, t'as bien raison. » Je fais « Non, alors tout le monde est au courant. » Elle fait « Ah bon ? Ah, d'accord. Ah, moi, de mon temps, c'était pas ça parce que, bon, tu sais, je suis vraiment comme toi. » Et là, elle a commencé à me dire « Mais j'ai toujours été comme toi, on se ressemble beaucoup. » Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait été... En fait, ma grand-mère est polyamoureuse. Elle est mariée depuis 35 ans à quelqu'un. Ses séjours au golf à l'autre bout du monde, en fait, elle rencontrait tout le temps des gens. Et en fait, elle a passé sa vie à avoir des amourettes, mais qui n'étaient pas communiquées forcément. Elle m'a dit, mais t'as raison. Moi, de toute façon, j'ai toujours voulu mon indépendance. Et mon mari avec qui je suis, s'il m'avait pas laissé cette indépendance, je me serais barrée. Mais ça fonctionne. Mais je suis très heureuse pour toi, etc. Donc, en fait, j'ai découvert que en fait, mon père et ma grand-mère sont polyamoureux. En fait. Yes. Voilà. Et Gaëtan? Du coup, ma famille est au courant parce que du coup, j'étais en trouble et il y a eu, bon bref, ils ont été au courant par les médias, dirons-nous, genre par les articles sur les réseaux sociaux, etc. Donc ils ont été au courant. J'ai pas eu besoin de le dire et en même temps, il y avait pas trop de besoin de faire un coming out sur la question. Mais par contre, moi, ce que ça a changé dans le rapport à ma famille, parce que je suis pas très proche enfin ma famille, c'est mes parents en fait, ma mère, mon père, et du coup. Ça a changé plutôt mon rapport que j'ai commencé à entretenir avec eux parce que j'étais très éloigné, enfin je me suis éloigné beaucoup d'eux par différents phénomènes de la vie et du coup je me suis dit mais en fait pourquoi j'aborde pas cette relation qui est du coup socialement ils sont là, c'est-à-dire c'est tes parents, c'est une relation de sang et eux ont cette envie, alors qu'elle soit sociale, innée, construite, on n'en sait rien, mais bon, dans tout cas, de partager cette relation avec toi. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais réaborder cette relation avec mes parents comme si ça devait être mes amis. Okay. Et en fait, ça a changé pas mal du rapport que j'ai avec eux. Donc du coup, il y en a, je vois mon père peu souvent, mais quand je le vois, j'essaie de passer un moment qualitatif avec lui. Quand je vois ma mère, je la vois peut-être plus souvent, mais en tout cas, j'essaie pareil d'avoir ces moments qualitatifs où on va discuter, on va communiquer, on va être assez ouvert sur plein de sujets. Et du coup, sur l'année qui a passé, parce que c'était une expérimentation que j'ai menée il y a un an. Toujours. C'est un process très scientifique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'engage à un moment donné, parce que je me dis, il faut que j'agisse. Donc du coup, quand je dis expérimentation, c'est pas une expérimentation, mais c'est vraiment parce que j'ai décidé de faire l'action 2. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper intéressant, parce que du coup, j'ai découvert des choses sur ma mère. On a partagé beaucoup plus de choses qu'on n'avait pas partagées au final avant, parce que cette relation mère-fils aurait pu nous engager dans quelque chose qui était moins honnête ou en tout cas moins transparent. Et du coup, en vrai, je trouve ça très cool parce que genre pareil, ça a remis un peu l'amour au centre de notre relation et du coup de pouvoir échanger en transparence et en honnêteté aussi. Et on s'est rendu compte qu'on partageait beaucoup de choses, mais qu'on s'était pas dites. Donc et ce qui est beau aussi, c'est que parce que beaucoup de gens pensent que l'amour dans le polyamour, c'est toujours des amourettes et des amours courte durée, temporaire. Mais tu peux avoir des amours à toute la vie. Enfin, tu vois, ça aussi, c'est un truc que les gens peuvent pas. Il y a aussi la notion. Pardon, je rebondis, mais j'ai eu une discussion comme ça il y a pas très longtemps avec une amante et qui me disait, mais du coup, quand il y a de l'amour et qu'on fait ce qu'on veut dans nos relations, enfin qu'on est libre dans nos relations. Mais on se sépare plus en fait. Quelles vont être les raisons de se séparer? Alors des fois ça peut être des trucs. Bien sûr il y a plein de raisons de se séparer, mais concrètement, quand il y a de l'amour, enfin du coup tu continues toujours d'entretenir un lien, qui soit que tu vois la personne une fois par an ou que t'aies plus trop que ce soit plus quelque chose de régulier, mais ça. En fait, c'est trop beau parce que finalement, tu te lies avec des personnes et à l'inverse d'un couple où tu vois, sauf si t'es très un peu lunaire et que tu te dis ça durera toute la vie, mais tu peux plus facilement voir une fin dans une relation qu'en polyamour en fait. J'ai envie de rebondir. Non, mais voilà, rebondis, je t'en prie. Non, il y a un truc aussi qui est beaucoup plus précieux pour moi, dans le sens où à chaque fois que je passe du temps avec quelqu'un, je l'ai choisi et j'en ai conscience. Parce qu'en fait, j'ai toutes les options que je veux et il n'y a plus jamais de truc de contrainte où par défaut, je vais y aller avec cette personne parce que c'est mon couple.
Aujourd'hui, si je fais quelque chose avec quelqu'un, c'est parce que j'ai choisi de le faire avec cette personne-là. Donc ça rajoute une dimension extrêmement précieuse à chaque moment avec chaque personne, en fait. Honnêtement, très honnêtement, je croyais pas trop au polyamour et je me suis aussi dit, parce qu'en fait, encore une fois, complètement construit, donc moi, il fallait que je fasse un énorme travail sur moi, mais avec les années, hein, je pensais vraiment, comme beaucoup de personnes, j'imagine, que c'était quelque chose de pas possible et de très égoïste, finalement. Et je pense qu'avec beaucoup de déconstruction et en parlant de ces thèmes, tu te rends compte, mais petit à petit, et du coup, j'espère que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent passeront par le même processus, de se dire, mais que c'est carrément possible pour tout le monde. Et moi, ça me perturbe, hein, moi, ça me bouleverse. Je me dis, mais est-ce que j'aime mon mec, en fait? Non, je l'aime, hein, s'il m'écoute, oui, il parle pas français, donc. Mais non, c'est mais en fait, je pense que c'est une question d'organisation, de structure. Enfin, même si tu vois, s'il faut quand même, il y a aussi de la charge mentale un peu de s'organiser, je pense, et de, non? Je pense qu'il y a des personnes à qui ça ne convient pas, et c'est ok, il faut le dire aussi. Je pense à ma sœur, par exemple, qui a déconstruit énormément de choses. Enfin, elle fait une thèse en études de genre. Enfin, je l'admire beaucoup et je l'adore, et je sais qu'elle est déconstruite sur ces sujets-là. Mais elle me dit, mais moi, en fait, j'ai tellement, c'est une personne vraiment hypersensible. Elle me dit, j'ai tellement de charge émotionnelle que ce serait pas possible, en fait. Une personne, ça me suffit, ça me convient, et ce serait trop. Et elle dit pas qu'elle ne le fera jamais, mais elle m'a dit, actuellement, je comprends, je l'accepte pour toi, il y a pas de souci, mais moi, je pense pas que ça me conviendrait pour le moment. Surtout, il faut savoir gérer émotionnellement. En fait, faut voir si on est capable, enfin dans le sens où on a les capacités émotionnelles pour gérer tout ça. Parce que tu peux être polyamoureux, mais ne pas encore être à un stade où émotionnellement c'est possible de gérer plusieurs relations. Il y a un travail émotionnel à faire, en fait, c'est ça le truc. C'est un chemin, et il faut être prêt à avoir envie de le faire, surtout quand on part de loin, parce que justement on a été conditionné socialement à faire tout ça, et ça prend du temps de déconstruire, ça prend de l'énergie, et il faut avoir envie de le faire, il faut être prêt à le faire, en fait. C'est pour ça que je vous disais qu'au début, je pense que je parlais par rapport à toi, alors le fait que c'est une maturité et un courage incroyable, surtout de le faire aussitôt, parce que c'est aller contre tout ce qu'on t'a dit, mais je pense que si tout le monde commence à se poser un peu la question, à se déconstruire petit à petit. Juste se poser la question et se dire qu'on n'est pas dans, il faut pas forcément être dans le schéma classique. Il faut que ce soit une option, en fait. Exactement. Et il faut pas voir ça de quelque chose de négatif ou de quelque chose de, comment dire, de moins bien. Ouais, moins bien. Ou pervers même, hein, parce que les gens, ils ont aussi cette image. Mais bref. Coup, on a la contrainte du temps, mais mais en vrai, on pourrait continuer pendant 3 heures parce que c'est fascinant. Peut-être qu'on fait un épisode 2. Vous allez sortir complètement polyamoureux. Ah non, vous nous avez changé à tout jamais. C'est une trop bonne conclusion. Mais en tout cas, hyper intéressant. Merci à tous les 4 pour vos témoignages. Pour la confiance aussi et pour les témoignages. Et du coup, c'est fascinant. Franchement, c'est un thème qui est passionnant. On va se poser des questions toute la journée. Et du coup, on espère que les personnes qui nous écoutent aussi se poseront des questions et ça les fera réfléchir un peu. Voilà comment se clôture ce podcast, épisode 3. Épisode 3. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et on tient aussi à remercier Waterdrop encore une fois pour nous soutenir et sponsoriser cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode de Contre Nature. Merci. Ciao.